directrice générale, c'est ça, du Hub Francia. Oui. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, chère Caroline, personne. Le Hub Francia, dis-nous-en si tu veux bien quelques mots. Un petit peu. Le Hub Francia, c'est une association à but non lucratif qui a été créée en 2017. Et sa mission, c'est l'accélération de l'IA en France et en Europe. On a 250 adhérents aujourd'hui. Donc moi, je suis arrivée fin 2020 dans la sauce. Il y avait entre 20 et 30 membres. Donc on a eu une croissance assez spectaculaire. Et avec tout profil, grand groupe, start-up, cabinet d'avocats, fonds d'investissement, écoles, labos. Donc c'est vraiment là pour tracter toute la pluridisciplinarité de l'écosystème IA en France. Et comme tout assos, on a des groupes de travail, on traite des sujets qui sont stratégiques en ce moment, les AI Act, l'IA générative, l'IA frugale et la cybersécurité qui sont des grands sujets que porte la communauté. Ton président, le président du Hub Notre Francia. présidente, c'est Rim Teraoui. Ah oui, elle a changé. Oui, avant c'était Antoine Correa, tout à fait. Et elle a été élue, ça fait 1 an maintenant. Ouais, il me semble. Je sais plus exactement. Elle est de quelle entreprise? D'une start-up qui s'appelle Ariam, qui est très portée sur l'environnement, l'inclusivité, et qui avant elle était, je sais pas de bêtises. Chez BNP, j'étais CDO de BNP Paribas. Bon, il va falloir qu'on fasse un truc pour la diversité, hein, parce qu'il y a de moins en moins d'hommes dans les instances des associations de l'écosystème. Ah bah alors, oui, dans les associations, il y a de moins en moins d'hommes. Mais en IA, par contre, il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est bien. Faut bien qu'on compense quand même. Bon, j'imagine que vous êtes très actif sur la préparation de AI Action Summit. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? D'abord, comment toi tu vois, donc AI Action Summit, c'est le grand sommet mondial de l'IA qui va avoir lieu à Paris, 9-10 février. 10 et 11. 10 et 11 février. Lundi, mardi. Absolument, lundi, mardi. Qu'est-ce que tu en attends? Comment tu vois les choses déjà par rapport à ce sommet mondial? Ouais, je trouve que c'est hyper intéressant que Paris accueille ce sommet l'année prochaine. Alors, en plus, vu la situation actuelle, je pense que c'est encore plus important que la France se mobilise vraiment sur ce sujet-là. J'en attends, disons, une dynamique au niveau de l'écosystème IA français. Ils ont lancé là 2 AMI, AI for Efficiency. Le premier, c'est pour tracter tous les cas d'usage IA qui peuvent exister en France et en Europe. Donc, une vraie dynamique de montrer ce qui se passe de bien au niveau européen en IA. Et puis le deuxième, c'est un AMI sur le lancement de grands challenges autour de l'IA. Donc là, il faut se dépêcher parce que aujourd'hui, la réponse est c'est le 5 décembre. L'autre, c'est fin d'année. Vous avez lancé un challenge, un défi? Non. Nous, en fait, en ce moment, on est en train de travailler sur un très grand projet européen qui s'appelle Deploy AI, donc qui a commencé en janvier de cette année. C'est un projet de 3 ou 4 ans, je sais plus exactement, qui est piloté par Fraunhofer. Donc on est 25 partenaires. Et donc la Commission européenne finance ce projet-là, donc qui est la mise en place d'une grande plateforme européenne de l'IA, donc un peu le one-stop shop de l'IA où il y aura de la formation des fournisseurs, etc., etc. Et dans ce contexte-là, nous on pilote des work packages du projet sur tout ce qui est identifier les besoins des entreprises et des collectivités et institutions européennes vis-à-vis de l'IA. Et dans ce cadre-là, comme nous, depuis 4 ans maintenant, on porte le volet français d'une cartographie européenne des startups. On s'est retrouvé embarqué à aussi piloter, en quelque sorte, la cartographie des startups dans le cadre de ce projet européen. Donc nous, ce qu'on porte au sommet, c'est ça. D'accord. Alors, sachant que nous, on y a indirectement contribué via le Voice Lab. Le Voice Lab, oui. Où on a contribué sur la cartographie des acteurs de l'IA dans le domaine de la voix. Oui. Et il y avait d'ailleurs, il y a quelques mois de ça, à BPI, la grande soirée de C'était en avril. En avril déjà? Ouais, déjà, oui, ça passe vite. Ça passe vite. Ouais, c'est clair. Et donc ça, c'était l'édition 2024. Et donc vous êtes en train de préparer une réédition pour 2025. Tout à fait. Et donc pour information, il faut que je te connecte avec les gens qui s'occupent d'IA au niveau du futur comité stratégique de filière numérique de confiance. Oui. Mais il y a des acteurs qui sont certainement des deux côtés. Arnaud Muller, par exemple, à mon avis, qui doit être aussi actif au niveau du Hub Francia, qui a la volonté en fait de faire une cartographie. On n'avait pas plus tard que cette semaine
Oui, ce serait bien de se synchroniser. Ouais, voilà, un point de pilotage. Et je leur expliquais, effectivement, je leur parlais, ils l'avaient pas vu passer, qu'il y avait en fait le hub Francia qui avait fait ce travail de cartographie. Donc, effectivement, il faut mutualiser les moyens. Sinon, on va... Surtout que... pour nous, c'est intéressant. Cette année, on s'est vraiment appuyé beaucoup sur notre réseau de partenaires, surtout des associations équivalentes, mais dans les régions, les pôles de compétitivité. Donc tous ces acteurs vraiment territorialisés, mais qui connaissent très bien leurs adhérents ou le tissu économique local. Donc pour arriver à faire grandir le nombre de startups dans la carto, là, on en avait 328 l'année dernière. Donc là, il faut qu'on essaye de la faire grossir. On a déjà mis en place le comité d'experts. Donc l'idée, c'est que chaque demande de référencement soit vraiment analysée par un expert qui va pouvoir donner son avis sur go no go de l'intégration en fonction de critères qu'on a définis au préalable. Et cette année, pour nous, c'est hyper challengeant. C'est-à-dire qu'on a ajouté un volet transition écologique qui est porté par Ecolab au ministère de la Transition écologique. Donc on a l'ADEME aussi dans le comité d'experts qui nous permet aussi de garantir la cohérence de tout ça. Et comme je disais, on l'embarque dans Deploy AI, c'est-à-dire qu'à terme, cette cartographie, donc nous, le volet français, il est porté à l'Europe. Et à terme, cette cartographie, ça devrait être la cartographie des 27 pays membres. Donc, il y a un vrai enjeu de croissance sur cette carto. Donc, il est plus intéressant de mutualiser tous sur une carto commune que de chacun faire dans son coin ses petites cartos. Et donc, deux questions là-dessus. Est-ce que dans la cartographie des acteurs de l'IA, il y a une cartographie des acteurs de l'IA open source? Alors ils sont dedans, mais on n'a pas. Alors on a des catégories, mais aujourd'hui elles sont par industrie, par fonction métier, par type de technologie. Donc effectivement là, on peut identifier des acteurs qui sont plus open source et ceux qui sont plus sur des solutions propriétaires. Et puis après, on essaye de rentrer dans des modes de granularité au fur et à mesure des technologies qui sont mises en œuvre. Donc on va jusqu'à savoir si c'est du NLP, tu avais dit la voix, le langage, la computer vision, etc. Et donc l'idée de la cartographie, c'est pas juste d'avoir un panel de logos, on s'en fiche. C'est d'avoir un outil. Donc aujourd'hui on a mis en place un site web en partenariat avec le cabinet TNP qui nous a aidé à faire ça, où les entreprises peuvent aller. Enfin je dis entreprises, mais ça peut être des fonds, ça peut être aussi au niveau des institutions, peuvent aller naviguer dans cette cartographie-là et en fonction de filtres et de recherches, peuvent aller trouver leur bonheur et bien comprendre et identifier qui sont les acteurs. C'est le premier niveau d'une marketplace. Ouais, c'est ça. Moins, mais bon, alors sans aller jusque-là, parce que nous, en tant qu'assos, on va pas aller faire ce genre de plateforme, mais c'est donner de la lisibilité sur l'écosystème IA français, donner de la visibilité aussi au niveau européen, et puis essayer de le cartographier, de le filtrer en fonction des tendances et des besoins des entreprises. Pour information, il y a d'ailleurs le Voice Lab sort une marketplace, mais dédiée au sujet IA de la voix, mais dans le fond, on pourrait très bien imaginer que cette marketplace soit étendue à d'autres algorithmes, à d'autres fonctions IA. Oui, ça aurait pu. Je le soumets à ta sagacité en tant que directrice générale du Hub Francia. Nous, on a tout intérêt. Quand je parle du projet européen Deploy, là, qui est une plateforme européenne, c'est dans la même veine, on va dire, de la marketplace du Voice Lab. C'est de se dire, on va centraliser tout le contenu qui va être utile à une entreprise pour se lancer dans l'IA, et ça passe par référencer les acteurs et les mettre à disposition. Alors, est-ce qu'à la fin, dans ce grand projet-là, il y aura une notion de marketplace? Ça, je m'engage pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de centralisation de toutes ces informations-là. Je voulais te faire réagir sur un sujet. Je sais pas si, en tout cas, moi, c'est un sujet qui m'a interpellé. Il y a pas mal de grandes formations dans le domaine de l'IA, et notamment de formations pour les entreprises, justement, qui se font à travers des dispositifs publics, mais en relation avec les grands acteurs commerciaux de l'IA, sous-entendu les GAFAM. Pour ne pas les citer. Non, au contraire, citons-les. Ouais. Et donc, et j'avais cette discussion-là avec une partie des gens qui s'occupent de ces sujets, en leur disant, mais quelque part, est-ce que c'est bien le rôle en fait de l'État et de l'argent public d'aller financer ou cofinancer, ou en tout cas d'aller encourager ou mettre une forme de gage en disant, voilà, ces acteurs-là qui vous proposent ces formations IA, cette acculturation IA, on les back et quelque part on leur donne un blanc-seing et on pense que c'est une bonne chose. Est-ce que ça pourrait pas être le rôle du Hub Francia, tu vois,
en dialoguant avec l'État, de proposer en fait ce type d'initiative, puisque grosso modo vous avez tout l'écosystème chez vous. On a tout l'écosystème. En plus, sur les sujets de formation et sensibilisation, on est en train de mettre en place tout un catalogue de formation ou d'actions d'acculturation de nos membres, donc qui sont plutôt sur des sujets qui sont pas GAFAM quoi dans l'idéal. Nous, on a déjà eu des discussions qui vont dans ce sens, c'est-à-dire comment former des décideurs publics ou des institutions à l'IA générative, et malheureusement à la fin on en arrivait toujours à on va utiliser ChatGPT, ce qui pour nous est vraiment gênant en fait. Il y a des alternatives, hein. Voilà, ça pourrait être Lucie par exemple, la très intelligente voilà, qui est magnifique avec son joli châle drapeau. Et c'est vrai que pour nous c'est important. Le Hub Francia il se pose vraiment comme une association portée sur la souveraineté, alors au sens où on veut pouvoir donner le choix aux entreprises de ne pas forcément aller vers la simplicité en se disant je vais aller utiliser du ChatGPT ou des solutions de Microsoft parce que je suis déjà à la fin des avec fins, eux. si ça se résume à ça, collectivement on va passer complètement au travers quoi. Totalement, mais enfin là on est dans une phase où on fait de la transition numérique comme on en a fait quand on a commencé à déployer des Word, Excel et compagnie. Bon qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'est mis à utiliser Office 365. Enfin, alors tu sais, tu dis ça, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quelques semaines de ça, Gilles Grappinet, qui était le patron de Worldline, ce qui est quand même une ancienne boîte du CAC 40, bon d'ailleurs qui en est sortie, une des plus grandes boîtes françaises, qui disait à l'Assemblée Générale du CIGREF, donc le club informatique des grandes entreprises françaises, qui disait exactement ça. Il disait mais collectivement vous vous êtes tous fait avoir par Microsoft et sans faire l'effort de regarder, d'investir ailleurs et de chercher de solutions alternatives, vous êtes tous jetés dans la les dents, la bouche en fait de Microsoft. Et dans le domaine de l'IA aujourd'hui, vous êtes en train de refaire la même chose avec ChatGPT. Réagissez, il y a des IA open source qui existent. Donc toi tu fais le même constat. Mais c'est pareil. Et puis on a beau sensibiliser à ça, en fait, globalement l'humain est feignant. Donc t'as déjà Office, tu vas aller utiliser Copilot. C'est quand même vachement plus simple de payer 20 balles de plus pour avoir Copilot intégré dans tes solutions. Et tu vas avoir envie d'utiliser ChatGPT parce que t'en as entendu parler partout. Personne ne va aller. J'espère que des gens vont aller utiliser Lucie. Mais si tu veux, pour le moment. Je me disais que t'étais bien jusqu'à présent. T'étais sympa. Non, mais ce que je veux dire, ma mère, elle a dû entendre parler de ChatGPT, mais malheureusement, elle a pas de Lucie. Voilà, c'est ça. Oui, mais donc il y a beaucoup, et c'est pour ça que c'est important. Mais elle est peut-être allée voir le film de Luc Besson, Lucie. Tout à fait. Et elle a certainement dû entendre parler de Lucie, notre ancêtre commun à tous. Tout à fait. Qui sont en fait les deux raisons pour lesquelles on a appelé en fait notre IA Lucie. C'est une bonne idée. En la francisant, parce que les deux c'est Lucie Y, y compris celle de Yves Coppens. D'accord, ok. Et donc nous on a voulu effectivement lui donner cette coloration en plus de l'écharpe dans le nom de France. Ouais, exactement. Français. Non mais c'est bien, et il faut des alternatives comme ça, et il faut arriver à les pousser. Parce que voilà, la solution de facilité, c'est pour tout le monde parle de ChatGPT, et donc il y a un vrai enjeu à dire il y a des alternatives. On ne va pas empêcher les gens d'utiliser ChatGPT s'ils ont envie, mais il faut des alternatives. Mais quand tu fais en fait des formations à travers les chambres de commerce ou avec le MEDEF, voilà, tu peux pas faire avec ChatGPT. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Ben oui, mais c'est bien ce qu'ils font. C'est exactement ce qu'ils font. Bon. Mais on est d'accord. Donc faisons la promotion de Lucie. Et donc il faut que le Hub Francia écrive aux chambres de commerce. Et d'ailleurs, tiens, je t'invite le 22 janvier. Je sais pas si tu dois peut-être pas encore le savoir. On a commencé à communiquer sur le sujet. Peut-être que j'ai vu passer quelque chose. Non? On organise le Paris Open Source AI Summit. Ah. Et donc, ce qui serait génial, c'est que le Hub soit bien sûr avec plaisir partenaire en fait de la journée. Ça ferait sens. Et donc, je t'invite officiellement, naturellement. Merci. Et je pense qu'il faut effectivement unir nos forces, parce que si on n'unit pas nos forces, la réalité c'est que chacun d'entre nous pris isolément, on n'est pas assez fort. Oui. Tu parlais en fait d'avoir de l'impact à l'échelle européenne. Oui. J'imagine qu'il y a un Hub Francia dans chacun des pays européens. Tout à fait. Mais bon, bien sûr qu'il s'appelle pas Hub Francia, mais qui s'appelle CroAI, voilà, des noms, ou AI Sweden, par exemple. Et donc, vous avez mappé et vous êtes en connexion les uns avec les autres. On a créé officiellement il y a un peu plus d'un an une association européenne qui siège à Bruxelles, qui s'appelle l'EAIF.
Donc initialement, c'était un groupement de 9 associations à travers l'Europe, mais qui se regroupaient 2 fois par an pour faire un événement ensemble. D'ailleurs, l'événement est aujourd'hui et demain à Bruxelles. Donc le European AI Forum. Tu sèches? Je sèche, c'est ma collègue Chloé qui est partie à Berlin. Non, ils sont à Berlin, je sais plus. Enfin bref, elle est partie. Et donc aujourd'hui, ils font la soirée de la souveraineté. Donc il va y avoir des ministres qui vont passer. Et puis demain, il y a la conférence. Enfin, pas de ministre français. A priori. Normalement, il devait y avoir Jean-Noël Barrot qui venait, mais voilà, je sais pas, faut que je l'appelle. Faut qu'on fasse attention, parce qu'il a un nom de famille dont on peut en fait faire des jeux de mots assez facilement, Jean-Noël Barrot. Mais bon, non, donc on va pas faire de jeux de mots. Non, n'en faisons pas. Donc voilà. Et demain, il y a la conférence. C'est une conférence qui se tient en ligne principalement. Il y aura quelques intervenants sur place. Et donc, redonne le nom si tu veux. Alors, la conférence, c'est le European AI Forum. Mais l'association, c'est que le diminutif, donc c'est EAIF. EAIF. D'accord. AI, European AI Forum. EAIF. Et donc l'idée de cette association, donc comme je dis, on est 9 associations. Donc on a essayé d'identifier dans tous les pays européens, comme tu dis, l'équivalent du Hub Francia. Dans certains pays, il n'y en a pas encore. C'est plutôt des associations numériques qui commencent à faire de l'IA. Nous, on va vraiment chercher l'acteur de référence sur l'intelligence artificielle. Et ensemble, on a par exemple fait tout le suivi du règlement européen pendant la phase de trilogue. On a aussi cette cartographie des startups. Au départ, elle est portée par ce groupement. On a aussi des grands rendez-vous de matchmaking corpo, startup à l'échelle européenne qu'on fait avec eux. Donc pour nous, c'est un levier hyper intéressant pour diffuser à chacun nos contributions nationales à un niveau européen et avoir des liens directs avec la Commission européenne. Comment une communauté comme OpenLLM France pourrait faire partie du Hub Francia et comment on pourrait interagir, renforcer on peut, tu vois, le Voice Lab, ils sont membres du Hub, mais après avec d'autres groupements, on monte des partenariats justement sur des sujets qu'on a en commun. Nous, en fait, ce qu'on déteste aujourd'hui, c'est vraiment refaire la même chose que ce que font les autres. Mais enfin, on est tous un peu limités en ressources humaines et financières. Donc, on a déjà des partenariats avec des associations style Positive AI, Impact AI, donc qui sont d'autres associations sur l'IA et sur les sujets qu'on a en commun, en général le réglementaire ou le déploiement sur certains secteurs de l'IA. On essaye justement de monter ensemble soit des groupes de travail, soit des études. Donc nous, sur les sujets, tout ce qui touche à l'open source, on n'a pas, à part Yann qui était là tout à l'heure là, avec Probable, Yann Lechel, qui pour le coup est membre de l'association, mais du coup lui déjà avant avec Scaleway et avec Snips, il était déjà membre du Hub, donc ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais on n'a pas aujourd'hui on n'a pas d'initiative vraiment forte à part en passant par lui sur le sujet de l'open source. Donc main tendue à Michel-Marie Maudet et aux membres en fait de la communauté OpenLLM France. Oui. Ça pourrait être intéressant effectivement d'essayer d'avancer sur des sujets ensemble. Et comme tu disais, plus on se serre les coudes et plus on peut vraiment avancer sur certains sujets. Parce que nous on travaille sur de la partie scientifique et technique avec OpenLLM France, mais on travaille pas sur la partie institutionnelle. Oui. Qui est quand même un des positionnements forts en fait du Hub Francia. Donc il y a certainement là-dessus matière à essayer de faire des choses ensemble et de collaborer. Et toi, te concernant Caroline, parce qu'on n'a pas du tout parlé de toi, c'est pas grave ça. Est-ce que tu as un background particulier dans le domaine de l'IA? J'imagine que oui, pour te retrouver directrice générale du Hub Francia. J'aurais pu être là par hasard aussi. Alors moi je suis vieille parce que on parlait de quoi tout à l'heure, MC Solar. Ah oui, ça c'était ma jeunesse. Moi j'ai soutenu ma thèse en informatique en 2007. Oh bah t'es sympa. Mais j'ai fait 4 ans de thèse. T'es pas si vieille que ça parce que sinon il y en a qui sont vraiment très vieux. J'ai 46 ans quand même. Donc à la base, j'avais fait une thèse sur le contrôle des comportements des systèmes d'agents autonomes. Oui. Donc t'étais vraiment en avance. C'est rigolo. Parce que là, t'as un grand fan. Ils ont remis un rapport avec la Digital New Deal Foundation, la fondation d'Olivier Sichel. Oui. Ils ont fait un travail avec Arnaud Ponce, Olivier et donc Michel-Marie Maudet, Olivier Bion.
Dion. Ils ont fait un travail remarquable justement, exactement sur ces sujets-là, sur les agents autonomes. Bah ouais, j'en avais parlé avec Arnaud un peu, ouais. Ah bon? Mais en fait, mais vite fait parce que je l'avais interviewé sur une table ronde. Oui, alors parce que les agents, c'est normal, ça existe depuis 1980-90, hein, donc c'est pas nouveau. Hein. Moi à l'époque, il y avait pas de LLM dedans. Hein, c'était juste, vraiment essayer de blinder les comportements des IA. Et après, quand j'ai monté une start-up entre temps, après ma thèse, longtemps après, en 2014, qui s'appelle Craft.ai, qui est Mathieu, j'ai fait coucou tout à l'heure là. Et d'où déjà notre positionnement. Alors maintenant, ils font plus du MLOps, mais à l'époque, nous, on avait lancé la start-up en se disant, il faut qu'on fasse des IA explicables. Donc, alors que tout le monde voulait faire du machine learning hyper black box, et avec mes collègues de l'époque, on venait plutôt du secteur de la défense où il faut des modèles explicables, du symbolique, du transparent et tout. Donc, on s'est dit, on va essayer de faire une sorte de machine learning explicable. Donc, on avait redéveloppé un algorithme d'apprentissage qui générait des arbres de décision pour faciliter la transparence et qui était hyper fort sur tout ce qui était traitement des séries temporelles. Et pour que ça fonctionne, on déployait nos modèles sur des agents qui n'étaient pas collaboratifs et tout, mais on avait vraiment une démarche de distribution, ce qui fait qu'on arrivait à apprendre entité par entité des comportements qu'ensuite on pouvait agréger pour avoir un comportement global. Et ça marchait super bien, mais alors on avait trouvé un peu notre marché quand même déjà à l'époque, mais quand même c'était un peu un peu trop en avance, je pense, par rapport aux besoins. Où, il fallait les séries temporelles, c'est maintenant où les gens s'excitent, les agents, c'est maintenant que les gens s'excitent. À l'époque, c'était aux prémices des sujets autour de ça, quoi. Bon, voilà. Et après, j'avais fait ma thèse. Après, j'avais été embauchée dans une PME qui s'appelle Masa, qui travaille sur le secteur de la défense et de la sécurité civile pour faire les IA des systèmes de commandement. Et après, avec des collègues, on a spin-offé Craft.ai. Voilà. Donc, à l'époque, mon boss, c'était Julien Lemoine, qui est chez Algolia. Et donc, il nous avait laissé nous amuser à faire ça. Et puis après, j'ai quitté la start-up fin 2020. Je m'étais mis à mon compte, début 2020, juste avant le confinement. Après, j'ai fait un peu quelques petites missions dans des startups. Bon timing. Voilà, je me suis occupée de mes gosses pendant qu'on était confinés, c'était génial. Et puis après, j'avais fait une mission pour le Hub Francia, la première version de la cartographie des startups. Et après, ils ont voulu m'embaucher. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai dit ok, mais je veux pas trop m'investir. Bon, et en fait, du coup, ça marche pas parce que je sais pas faire. Et maintenant, non, c'est vraiment chouette. Ouais. Et ton prochain projet? Pour le moment, j'en ai pas. Hein. Je reste là. Hein. Moi, je bouge pas. Hein. Non, alors, mais par contre, les trucs que je trouve super cool en ce moment, parce que alors les agents sur les LLM et tout, moi, ça me fait bien rigoler, donc je regarde un peu ce qui se passe. Sans faire exprès, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un article sur les large tabular models, hein, donc tout ce qui est utiliser les grands modèles sur les données tabulaires, donc les données structurées. Donc je suis en train de regarder un peu ces trucs-là, non pas parce que j'ai envie de faire quelque chose spécialement là-dessus, mais parce que je trouve ça hyper intéressant et que j'aime bien trouver mes petits chouchous sur ces sujets-là. Et j'ai un autre startup que j'aime bien, mais je cite pas les noms. On est là pour faire. Attends, c'est un salon commercial. Non, je cite pas de nom. Bon, mais il y a un autre truc que j'avais bien kiffé là il y a 2 ans. Donc c'était une petite start-up qui commençait à essayer de travailler sur tout ce qui était détection de données, textes ou vidéos générées. Donc être capable de détecter ça et de le faire dans une démarche très frugale, quoi, avec des technologies avec peu d'impact sur l'environnement. Et ça, voilà, c'est des trucs que je trouve un peu cool en ce moment. Bon, on a un format limité à 20 minutes, Caroline. Je te propose qu'on arrête là, mais ce que je peux dire, c'est que on partage beaucoup de sujets d'intérêt, et je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait une suite. Il faut qu'on t'invite à la Villa Goodtech. Je sais pas si t'es peut-être pas encore venu chez nous. Non, du tout. On a une magnifique villa d'architectes sur l'île Saint-Germain où on a installé le siège de l'Inagora, mais c'est aussi un lieu d'accueil, un lieu d'événementiel. Avec une belle piscine, un beau jardin. J'amènerai mon maillot de bain. Voilà, exactement. On va attendre quelques semaines parce que effectivement il fait un peu froid. On a enlevé le bateau, il y a même un bateau. Ah, génial. On l'a caréné en fait pour l'hiver, mais dès le printemps en fait il sera là de retour.
On peut faire du paddle, etc. Et puis on fait un peu d'IA, on peut travailler notamment. aussi, Ouais, exactement, c'est ce que j'allais te dire. On fera ça. Bon, génial. Un grand merci Caroline. Non, merci à toi pour l'invitation. On a été ravis de t'accueillir sur le stand de l'Inagora pour cette Open Source Experience 2024. Merci. Merci. Au revoir. Merci Alexandre, merci Caroline et le rendez-vous est pris à la Villa Good Tech.